Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous présenter notre projet réalisé dans le cadre de l'UE de TEA, du deuxième semestre de la formation en CME. Ce projet a pour objectif la conception d'un robot explorateur à navigation autonome, chargé de la cartographie d'une zone inconnue. Le robot explore les différents endroits de cette zone et transmet ses mesures à un ordinateur sur lequel la carte est progressivement dessinée. À travers cette vidéo, nous vous détaillerons les différentes étapes de réalisation, depuis la conception jusqu'à la fabrication du robot, et nous conclurons par une courte démonstration. Comme mentionné dans l'introduction, le robot a pour mission d'explorer une zone tout en recueillant des mesures, et ce d'une manière entièrement autonome, et doit également être capable d'éviter les différents obstacles qu'il peut rencontrer lors de son chemin. On peut donc décomposer ce problème en deux sous-problèmes. Le premier, c'est de concevoir un robot capable de se déplacer efficacement dans l'ensemble de la zone à explorer, tout en collectant les données spatiales. Et le deuxième, c'est de mettre en place un système de navigation en mode autonome, permettant au robot de détecter et d'éviter les obstacles en temps réel. Pour relever ce défi, nous avons opté pour la combinaison de matériaux suivantes. Un châssis Cherokee 4WD qui construit la base mobile de robot. Un lidar capable de récupérer un nuage de points représentant l'espace de la zone à explorer. Des encodeurs qui renvoient la position de robot. Un gyroscope qui fournit des informations sur l'orientation de robot. Un module Wi-Fi ESP8266 assurant la communication sans fil entre le robot et l'ordinateur. Et enfin, une carte STM32, qui est le serveur de robot, chargé de pilotage complet des capteurs des actionnaires. Maintenant, on va parler en détail de chaque composant. Commençons par le châssis Cherokee 4WD. Ce châssis est équipé de 4 roues motrices. Celles-ci sont contrôlées par un driver moteur L298P, qu'on voit sur la photo, qui permet de faire tourner les roues dans les différents sens, en avant et en arrière, et d'ajuster la vitesse de rotation par un signal PWM. En jouant sur l'activation des moteurs sur le sens de rotation des roues, il est donc possible de diriger le robot dans toutes les directions. Le lidar est composé de deux parties. Une partie moteur, contrôlée par un signal PWM généré par la carte STM, qui permet de faire un balayage de 360 degrés de l'environnement. Une partie scanner, chargée de recueillir le nuage de points. Son fonctionnement repose sur l'émission d'un faisceau laser par une diode située au niveau du scanner. Ce faisceau se réfléchit sur un objet et revient vers le lidar, où il est détecté par le récepteur. En connaissant la vitesse de propagation du laser, ainsi le temps écoulé entre l'émission et la réception du signal, il est donc possible de calculer la distance entre l'objet et le lidar. L'angle, quant à lui, est directement déterminé par la position angulaire du moteur en rotation. Ces calculs sont faits automatiquement par le lidar pour calculer l'angle et la distance où se trouve chaque point mesuré. La communication avec le lidar s'effectue via le protocole USART, à travers un ensemble de commandes transmises par la carte STM. Ces instructions permettant de faire passer le lidar de son état initial et DLE en mode scanning, déclenchant ainsi le processus de détection et de transmission des données. En cas de dysfonctionnement, une commande spécifique peut également être envoyée pour réinitialiser le lidar et sortir de l'état stop. Une fois le scan a commencé, le lidar envoie les données en comportant l'angle, la distance à laquelle chaque point mesuré a été détecté. Ces données sont envoyées en format de 5 octets. Le premier octet, qui est le octet quality, contient plusieurs informations, dont un bit S. Ce dernier est activé mise à 1 à chaque début de nouveau tour complet à 360 degrés, ce qui permet de calculer la vitesse de rotation du moteur et de repérer le début de nouveau cycle de mesure. Le deuxième et le troisième octet, c'est l'angle qui est codé sur 14 bits mais transmis sous forme d'un entier de 16 bits. Enfin, il y a la distance qui est codée sur 16 bits aussi, 2 octets. Ces informations brutes sont ensuite envoyées vers le PC pour être exploitées. Une fois les données reçues par le PC, elles sont converties des coordonnées polaires angle et distance en coordonnées cartésiennes x, y.
Cela permet une représentation deux dimensions de l'environnement. Ces données sont enregistrées dans un fichier que MATLAB lit pour tracer la carte à chaque nouvelle réception de mesure. Cet encodeur est monté sur la roue de robot, pour fixer leur capteur et adapter l'axe de capteur à l'axe de moteur. Un support et un adaptateur 3D sont imprimés. Lorsque la broche se met en rotation, l'état de la broche connectée au capteur passe de 3,3 volts, son état haute par défaut, à 0 volts, ce qui crée un front descendant. Un compteur qui est programmé au niveau de la carte STM est incrémenté à chaque détection de nouveau front. Un tour représente 80 impulsions. Connaissant le diamètre de la roue, on peut donc remonter facilement la distance parcourue à chaque impulsion. Dans notre cas, avec un diamètre de 6 cm, chaque impulsion représente un déplacement de 2,4 mm de robot. Le MPU 6050 intègre deux capteurs principaux, un accéléromètre et un gyroscope. L'accéléromètre mesure l'accélération linéaire selon les trois axes, x, y et z. Le gyroscope mesure la vitesse angulaire autour des mêmes axes. Dans le cas de notre robot, qui avance sur un plan X ou Y et effectue des rotations autour de l'axe Z, c'est la vitesse angulaire selon l'axe Z qui nous intéresse. Cette rotation est appelée le yaw. Pour assurer la communication entre le capteur et la carte S32, nous utilisons un protocole I2C. Le STM agit tant que maître et le MPU tant qu'esclave sur le bus I2C. Le gyroscope mesure la vitesse angulaire, qu'elle est nécessaire. La vitesse angulaire, donc il est nécessairement de faire un intégral. Cette mesure est intégrée dans le temps afin d'obtenir l'angle de rotation. En effectuant cette intégration à des intervalles réguliers toutes les 10 millisecondes entre deux mesures consécutives, il est possible de déterminer une nouvelle orientation de repos après chaque mouvement. La formule obtenue est affichée sur l'écran. Le module ESP sert comme une passerelle de communication entre le robot et le PC. Elle est reliée avec la carte STM32 via une liaison USART configurée à une vitesse de 9600 watts. Le ESP crée son propre réseau Wi-Fi, auquel le PC peut se connecter via une socket réseau. Cette connexion permet d'un côté d'envoyer des données de LiDAR depuis le STM vers le ESP, qui seront ensuite transmises vers le PC via Wi-Fi, et d'autre part, de recevoir les commandes de contrôle envoyées de PC vers le robot. Les coordonnées issues de la transmission des données LiDAR en coordonnées cartésiennes servent principalement à la construction d'une carte visuelle. Cependant, ces données ne sont pas directement exploitables par le robot pour identifier les zones accessibles, les obstacles ou les murs. Pour cela, une matrice d'accessibilité qui convertit ces coordonnées cartésiennes en informations exploitables par le robot est donc réalisée. Cela lui permet de déterminer quelles zones sont franchissables et lesquelles ne le sont pas. La grille virtuelle utilisée pour cette matrice est limitée en portée de 2 mètres autour du robot. Cette limitation est mise en place pour réduire le nombre de calculs et avoir des réponses plus rapides. Cette grille permet de diviser l'espace environnemental en cellules, dont les dimensions correspondantes à celles du robot, avec une légère marge d'erreur pour compenser les éventuelles imprécisions du LiDAR et des mouvements du LiDAR. Si un point M est détecté dans cette grille et correspond à un mur ou à un obstacle, le LiDAR le perçoit, car le laser envoyé se reflète sur ce point, fournissant ainsi ses coordonnées cartésiennes. Dans ce cas, la cellule correspondante dans une matrice d'accessibilité prend la valeur 0, indiquant une zone inaccessible. En revanche, si une zone vide, c'est-à-dire aucun obstacle est détecté, pas d'afflexion de laser, le LiDAR ne détecte qu'une coordonnée pour ce point. Cela signifie que la zone est libre. Et la cellule correspondante dans la matrice prend alors la valeur 1, indiquant que le robot peut y accéder. Ce mécanisme permet au robot de distinguer efficacement les zones franchissables des obstacles, tout en optimisant les calculs grâce à la taille de la grille adaptée. À partir des données de la matrice, on sélectionne un point franchissable ayant la valeur de 1 à l'extrémité de la matrice d'accessibilité. Ensuite, on utilise l'algorithme étoile pour calculer le chemin optimal permettant d'atteindre ce point. Une fois ce calcul a été effectué, on obtient à chaque fois une destination franchissable pour le robot,
ainsi que le chemin optimal pour y parvenir. Ce chemin est ensuite transformé en séquence d'instructions qui seront envoyées au robot, lui permettant de naviguer dans la zone en suivant le chemin optimal en évitant les obstacles. Pour garantir que l'ensemble de la zone a été bien exploré, une matrice parallèle à celle de l'accessibilité est construite. Cette matrice d'exploitation contient la valeur 1 pour chaque cas déjà visité par le robot et 0 par les zones encore non exploitées. Chaque case représente une zone de 2 mètres sur 2 mètres, correspondant à la résolution de la matrice d'accessibilité. Une fois que toutes les cases de la matrice contiennent la valeur 1, ce qui signifie que l'intégralité de la zone a été découverte, le robot peut alors retourner à sa position de départ. À chaque étape, le robot choisit comme prochaine destination la case non explorée, valeur 0, la plus proche de sa position actuelle. Pour le côté logiciel, 3 outils principaux sont utilisés. Le STM32 Cube IDE pour programmer la carte STM32 en accédant directement au niveau de registre. Visual Studio, utilisé pour développer le code donné aux côtés du PC. Et enfin MATLAB, qui permet de visualiser et tracer la carte de la zone qu'on a explorée. Faute de temps, la partie de navigation autonome n'a pas encore pu être développée. Cependant, nous vous proposons une courte démonstration de la première phase du projet. Je vous laisse avec la démonstration. Et voilà, on est à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.